Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Léa. Comment vas-tu? Très bien, Jean-Luc. Et toi? Bah écoute, ça va super. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Ça faisait longtemps que j'avais envie de t'inviter. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te connaissent pas aujourd'hui? Oui, alors je m'appelle Léa Jean Mougin. Je suis une franco-québécoise qui a grandi à Marseille et qui habite aujourd'hui au Saguenay, qui est une région au nord du Québec. Et je suis entrepreneur énergéticienne. Ok. Et c'est quoi du coup une énergéticienne? Pour ceux qui savent pas ce que c'est. Oui, alors un énergéticien, en fait, c'est quelqu'un qui va travailler sur les plans subtils. Parfois, on peut même s'appeler un thérapeute énergéticien. Moi, j'aime bien le mot thérapeute parce que je viens aussi un peu de la psychologie, donc euh, j'ai naturellement adopté un peu les codes de cette posture en fait pour accompagner les gens. Et en fait, en énergétique, on vient, si tu veux, adresser tout ce qui ne se voit pas. Euh, et typiquement, moi, je me suis avec le temps rendu compte que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les déblocages, la libération, si tu veux, ce qu'on appelle les mémoires. Donc, il y a plusieurs types de mémoires, notamment des mémoires transgénérationnelles. Donc ça, c'est un petit peu ce dont on a hérité de nos parents, nos grands-parents. En fait, comme on ressemble à notre famille sur le plan physique, mais c'est la même chose sur le plan énergétique et cellulaire. En fait, on porte en nous des choses qui nous appartiennent pas, qui sont inscrites et qui sont souvent des freins, qui sont bloquantes. Donc, typiquement, on peut observer qu'il y a des schémas en fait de comportement qui se répètent d'une génération à l'autre, voire même des maladies, des peurs, des phobies. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont ce genre de choses qu'ils ne comprennent pas à propos d'eux-mêmes, ils se rendent compte que ça leur appartient pas du tout et que c'était des schémas qui étaient à leurs ancêtres, en fait. Donc, il y a ces mémoires-là. Et si on rentre tout de suite dans le vif du sujet de la prémisse spirituelle, en fait, qui est la mienne, je travaille aussi les mémoires karmiques, donc d'incarnation passée. Donc, on part du principe, en tout cas, moi, je pars du principe qu'on a eu plusieurs vies et que on a, en fait... inscrit en nous des expériences qui façonnent aujourd'hui notre vécu. Et on veut s'en libérer parce qu'en général c'est pas cool. Donc on est pris dans là aussi des cycles où on va par exemple se retrouver dans des situations cycliques de relations qui se ressemblent toujours, de manque de ceci, manque de cela, que ça soit financier, que ça soit professionnel, des relations abusives, enfin bref, tous les problèmes sont là. Et donc, moi, j'aide les personnes, si tu veux, à aller à la source de ça et à libérer, en fait, ces choses-là. Donc, d'en prendre conscience de un, et sans s'y attacher, sans s'attacher à l'histoire, mais au contraire, se libérer, en fait, de l'histoire. D'accord, donc ouais, tu travailles vraiment sur l'aspect mémoire, sur des plans subtils, donc des choses Oui. qu'on ne voit pas. Mhm. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait depuis toute petite ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que t'as toujours fait ça? Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Alors, c'était pas une évidence pour moi, même si, en tant qu'enfant, j'étais très sensible à des choses qui étaient invisibles. Donc, l'énergie des gens, un lieu, si un lieu était malsain, si une personne était un peu toxique, ça m'affectait beaucoup. Et en fait, je vivais dans mon corps des sensations qui étaient un peu comme des somatisations où on comprenait pas trop. J'avais des maux de tête, des fatigues extrêmes d'un coup, qui étaient reliées à rien en fait. Et on n'a jamais trop compris ça. Et c'est bien plus tard, en fait, dans ma vie adulte, que certaines rencontres m'ont amené à prendre conscience que c'était peut-être dû à une perception du subtil. Et donc, j'ai tracé ma vie en ignorant complètement cette partie-là. Donc, j'étais dans un modèle en fait de performance scolaire. J'étais la première de classe, beaucoup de pression, etc. J'ai immigré à Montréal à mes 18 ans pour faire mes études et
Et j'ai évolué en fait, voilà, dans ma vie et j'ai été pendant un certain temps publicitaire en fait et je suis devenue, enfin, j'ai tracé mon chemin dans le domaine de la communication. Euh, et c'est récemment, en fait, en étant quand même m'en prenant plein la gueule, hein, dans des expériences de vie où je refusais en fait de voir cette partie de moi, et à un moment donné où c'était juste plus possible. Donc j'ai eu un enfant, je me suis séparée du papa, ça a été assez dur. Après il y a eu le Covid. Enfin bref, toutes ces dernières années, il y a eu comme une espèce de tourment, tu vois, qui m'ont obligée à me reconnaître en fait. Et et c'est à partir du moment où donc je me suis assumée, je me suis dit ok, je suis énergéticienne et il faut que je travaille avec ça. Et en fait, j'ai pas le choix parce que voilà, autrement je me rends malade. Que ça s'est imposé et que après tout naturellement les choses se sont placées, que j'ai commencé à avoir des clients et voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles avec des entrepreneurs? Parce que donc tu as dit au début que tu étais entrepreneur énergéticienne, donc Mhm, en tout cas c'est comme ça que tu te définis. mhm. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Tu fais des soins énergétiques? Comment ça se Oui. passe? Alors je fais des soins énergétiques qui sont ciblés à toute personne, enfin qui sont du coup pas ciblés en fait, qui s'adressent à n'importe quelle personne, mais là plus particulièrement aujourd'hui, ce que je développe, c'est j'aide les énergéticiens eux-mêmes à vendre leurs services avec confiance, mais sans avoir l'impression de vendre leur âme. Donc il y a vraiment cette dichotomie, si tu veux, entre le spirituel et le matériel, entre enfin voilà, entre l'argent et on va dire le don de soi, etc. Et je me suis rendu compte que j'attirais beaucoup d'énergéticiens, que j'étais vraiment intéressée à les aider à prendre confiance en eux sur tous les plans, en fait, que ça soit sur leur capacité d'énergétique, mais aussi sur leur posture, sur leur discours, sur leurs outils, en fait, leur connaissance pour se vendre. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et je me suis rendu compte aussi que c'était des gens qui étaient vraiment dans une survie financière inacceptable et qu'il y avait vraiment un besoin et un levier là de les aider de ce côté-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment à eux que je m'adresse. Et la casquette d'entrepreneur, c'est qu'en fait, j'ai toujours été entrepreneur. Là, pour le coup, je me suis toujours reconnue dans ce profil-là, même si mes parents ne le sont pas du tout. Mais moi, je suis fille unique en fait, et je passais mes après-midi à dérouler des feuilles de papier par terre et faire des plans pour des projets, enfin voilà, des projets n'importe lesquels. Et j'ai toujours aimé ce côté en fait, passer d'une idée à concrétiser quelque chose et tu vois monter une entreprise en fait. Sauf que avant, je savais pas comment le faire pour que ça soit rentable, et aujourd'hui, j'ai appris à le faire, et donc j'aime beaucoup en fait ces deux casquettes, et j'aime bien en fait créer un peu la surprise, tu sais, d'être à la fois intéressée par tu sais, des contenus, des vidéos, des choses qui sont très très flyées, très très perchées pour la plupart des gens. Mais à côté de ça, j'adore regarder qui veut être mon associé, j'adore le business, tu vois. J'adore le côté entrepreneur et tout. Donc pendant longtemps, j'ai eu du mal à réconcilier les deux, jusqu'à ce qu'une amie me fasse prendre conscience que c'était ce qu'elle disait, c'était un peu mon vanille chocolat, tu sais. C'était mon double saveur. Et donc au contraire, il fallait en fait utiliser les deux. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, ce que je trouve, c'est que pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être sont pas forcément étrangers à la spiritualité, puisqu'on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière, mais moi, je sais qu'une des prises de conscience que j'ai eues par rapport à la spiritualité, c'est que le spirituel, c'est pas forcément tout ce qui est en haut, tout ce qui est hyper, voilà, Mm. perché. Il y a aussi, on peut être spirituel et être très ancré. Mhm. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité, qui manquent d'ancrage. Et je pense que, en tout cas, de ce que toi tu apportes, c'est vraiment ramener cet ancrage chez la personne, parce que souvent, voilà, on est dans l'énergétique, le subtil, la connexion, etc. Donc, on est beaucoup sur des énergies très yin. Mm. Mais par contre, quand il faut aller prospecter, commencer à, là, il y a plus personne. Donc, je pense que Mhm. c'est vraiment ramener en fait cet équilibre entre les deux, en tout cas de ce que tu
ce que tu dis, parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que, en effet, la spiritualité, c'est beaucoup pour les perchés, Mhm. alors que, en fait, pas tant que ça. Et Mm. de la spiritualité, on en trouve partout, tu vois. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. Ouais, tout à fait, c'est très juste. Et en fait, à partir du moment où on est connecté à notre cœur, on est spirituel, en fait. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, dans le milieu justement, on va dire spirituel perché, si on peut, comme je veux pas forcément porter de jugement, mais disons, si je peux l'identifier, c'est que on dit beaucoup que voilà, il faut trouver sa mission de vie, que on est un peu les sauveurs de l'humanité, les machins. Et donc, et en fait, non, je veux dire, quelqu'un qui est caissier au supermarché, qui te regarde avec une présence, qui te sourit, qui te reconnaît, en fait. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est pas forcément quelqu'un qui se donne un rôle en particulier, tu vois. Mais c'est ça, la spiritualité aussi. Euh, il y a un autre aspect aussi, c'est que beaucoup de gens qui sont dans le domaine spirituel ont effectivement beaucoup de mal à s'incarner. C'est-à-dire que même sur le plan énergétique, c'est une bonne image. Ils flottent, en fait, ils flottent. Ils sont pas du tout atterris, tu vois, atterris ici sur la terre, dans leur corps, en fait, parce qu'ils rejettent ce monde. C'est un monde qui est un monde de souffrance. Là où c'est intéressant d'aller voir les mémoires, justement, c'est qu'on se rend compte que on a vécu énormément de souffrances, énormément de tourments qui font qu'il y a eu des traumatismes, en fait, traumatisme sur traumatisme, tu vois. Et les personnes que j'accompagne, qui sont énergéticiens, alors typiquement, c'est les mémoires de sorcières, tu sais, c'est les gens qui ont été brûlés, quoi. Donc c'est à peine une image, hein. Donc effectivement, c'est très difficile parce qu'ils sont pas prêts en fait à revenir sur le plancher des vaches parce que ça fait peur. Et donc c'est pas facile de se reconnaître quand on lutte intérieurement contre tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Et qu'est-ce que toi, parce que du coup là, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui n'ont pas encore atterri, ou parce que je sais que ça a été mon cas, j'ai atterri il y a pas si longtemps que ça. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, voilà, peut-être à des personnes qui aujourd'hui ont un peu l'impression de flotter, comme tu disais, j'aimais bien ce Mhm. mot, vraiment cette impression de flotter où voilà, c'est les journées passent, les semaines passent, et puis on a l'impression qu'on concrètement il se passe rien quoi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Je sais que ça a été mon cas. Je pourrais pas expliquer le processus parce que je pense que ça m'est étranger, mais en tout cas, ouais, qu'est-ce que tu pourrais par rapport à ça? Alors effectivement, il y a une part des choses qu'on choisit pas et qui arrivent au moment opportun. Mais le travail qui nous incombe, c'est vraiment à un moment donné, prendre la décision de dire je vais aller voir. En fait, je vais plonger à l'intérieur de moi-même. Je vais aller voir ce qui m'empêche de. Et on fait tout pour éviter d'aller là. En fait, c'est un endroit intérieur. Alors selon même les traditions. Spirituel ou les discours, tu vois, il y a plusieurs noms, c'est rencontrer ses enfers, aller voir sa part d'ombre, tout ça. Ça parle de la même chose en fait, c'est d'aller voir ce qu'on veut pas aller voir, mais qui est vraiment libérateur. Donc tant qu'on fait pas ce travail courageux en fait de plonger en soi-même et d'aller décroter, tu vois, ce qui doit l'être, c'est difficile. Mais notre mental va vraiment tout faire pour nous en éloigner parce que quelque part c'est la mort de l'ego, tu vois, quand tu te libères du personnage. Donc si je dois schématiser quelque chose qui est un peu au cœur de ma pratique, c'est qu'il y a vraiment donc le mental qui est donc l'ego et l'esprit avec un E majuscule qui est vraiment notre essence, on va dire divine. Et on a besoin de notre ego pour être incarné dans un corps avec une identité, un personnage. On ne peut pas être comme ça un flux d'énergie flottant, tu vois. Pour autant, là, on est amené à casser un peu la coquille de cet ego pour laisser rentrer en fait cette essence divine en nous.
Et en fait, le mental veut pas parce que l'ego qui meurt, ça veut dire, voilà, c'est quelque chose d'assez vertigineux pour l'entendement humain. Et pour autant, il y a vraiment des couches comme ça. Donc, moi, je le vois très bien en fait en travail énergétique où en fait l'ego a vraiment des strates. C'est un peu comme l'oignon, tu vois, qui a des pelures. Et en fait, plus on creuse et plus on enlève et plus on élague et plus on accède à ce cœur en fait, qui est vraiment ce qu'on est vraiment en fait. Là où on est vraiment libre, là où on est vraiment libre de créer, de plus être soumis à toutes ces forces en fait. Qui sont comme moi j'aime bien prendre le parallèle de l'informatique en fait. Les mémoires c'est vraiment comme des logiciels qui roulent en back-end, tu vois, c'est des trucs que tu vois pas mais qui t'assujettissent. Donc voilà. Ouais, non, j'aime beaucoup le parallèle entre les deux. C'est vrai que souvent en fait, on se rend pas compte. Le mode automatique, on peut pas forcément s'en rendre compte parce qu'on est parce que c'est quoi. Ça a toujours été comme ça. Et par contre, la vraie mort, comme tu dis, de l'ego là, enfin, c'est pas des morts, c'est des petites morts, on va dire à chaque fois. C'est des prises de conscience de ah, mais en fait, je viens de comprendre pourquoi j'ai agi tout le temps comme ça. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, pour tout ce qui est dépendance affective, où en fait, pour moi, l'amour, c'était la dépendance. Et que le jour où j'ai compris qu'en fait, amour n'est pas égal dépendance, bah, une fois que j'ai compris ça, alors, j'en avais déjà entendu parler de la dépendance affective. J'étais le premier à dire non, moi, je suis pas du tout concerné par ça. Et en fait, quand j'ai compris que mon mécanisme, bah, du coup, c'était automatiquement de me dire ah, s'il y a de la dépendance, si je suis dépendant, c'est que je suis amoureux. Si je suis pas dépendant, c'est que je suis pas amoureux. Et quand j'ai pris conscience qu'en fait tout ça c'était erroné, eh ben pareil, je me suis dit waouh, en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Et je pense que ouais, il y a vraiment alors comme tu dis, il y a peut-être des choses qui arrivent parce que ça doit arriver. Et puis je pense qu'aussi on peut être proactif en tant que qu'individu, comme on dit, libre arbitre, de dire bah voilà, je vais aller, j'ai envie, en tout cas, j'ai envie d'y aller. Après, je pense qu'on est quand même un petit peu guidé et un petit peu poussé à aller libérer des choses. On nous pousse un petit peu quand on traîne un peu, on nous remet une petite couche quoi. Et ouais, je trouve ça assez intéressant. Enfin, tout ce que tu as expliqué. Moi, j'ai une question par rapport aux entrepreneurs, parce que la plupart c'est des entrepreneurs qui nous écoutent. Je peux imaginer, tu vois, l'objection. Ouais, mais concrètement pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter si je fais un travail, j'en sais rien, sur une vie passée ou parce que là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont un peu cartésiens et moi-même, j'ai toujours une part cartésienne, hein, mais bon, de moins en moins quand même. Mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire toi, par exemple, à un entrepreneur qui pourrait te dire, ok, je vois l'idée, et concrètement, qu'est-ce que ça peut m'apporter pour mon entreprise, ma vie pro perso, voilà. Est-ce que toi, tu as des exemples, par exemple, de clients que tu as eu, ou même des exemples personnels, hein, de ce que tu as fait, peut-être en travail énergétique ou sur des mémoires. Je sais que les gens aiment bien les anecdotes, alors du coup, je te lance là-dessus. Mais moi, je leur poserai la question à eux, c'est est-ce qu'il y a des choses qui te posent problème dans ta vie, en fait? S'il n'y a pas de problème, je veux dire, continue, tu vois, mais est-ce qu'il y a des choses, t'as l'impression que, voilà, t'es freiné, que t'arrives pas à concrétiser, voilà, ton potentiel? Est-ce que dans tes relations, tu sens que t'es pas bien? J'en sais rien, en fait. C'est vraiment, et c'est un acte d'humilité, en fait. C'est le travail énergétique, c'est de dire, ok, genre, je m'abandonne, en fait, à ce que je vais travailler, en fait, pour me libérer, tu sais. Mais évidemment, ça doit venir comme d'un besoin personnel. Donc, les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont une problématique. Donc, que ça soit une problématique de confiance en eux, il y a beaucoup de ça. Ils n'arrivent pas en fait à s'exprimer, ils n'arrivent pas à être clairs, ils se sentent jugés. Ils ont vraiment une grande peur du jugement, donc ça les bloque parce qu'ils n'arrivent pas à se présenter en fait de manière publique, à s'exposer, à se mettre de l'avant. Donc il y a beaucoup de cette problématique-là. Ils ont l'impression que
ce qu'ils disent ne reflète pas ce qu'ils sont. Donc il y a comme une espèce de décalage entre ce qu'ils essaient d'exprimer et ce qui sort, tu vois. Il y a aussi un problème d'être un peu sur la mauvaise voie. Donc tu t'engages sur une voie, par exemple, tu as l'impression que c'est ce service, cette offre, cette clientèle, et puis ça marche pas, ça vient pas, ça bloque et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que quand tu libères, hop, la voie s'ouvre, tu vois, et que de manière tout à fait évidente, tu te rends compte que c'était complètement autre chose. Et là, tu te reconnais. Voilà, c'est vraiment pour ce genre de situation où il y a des blocages, en fait, où c'est intéressant d'aller voir en énergétique, en plus d'autres aspects, mais c'est que je trouve que c'est incomplet si on va pas, en fait, voir aussi en énergétique, tu vois. Et c'est surtout une voie d'accélération, c'est que en travail énergétique, moi, j'ai une cliente qui me book, tu vois, chaque mois depuis à peu près 8 mois. Bah, je veux dire, ce qu'on a fait ensemble, c'est peut-être 6 ans de thérapie, tu vois. Parce que voilà, ça travaille vraiment là quand tu t'y mets et quand tu décides que oui, tu vas te lancer, et c'est courageux parce que on vient vraiment, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore là, tu sais, il y a des trucs qui ressortent, tu savais même pas que c'était là, c'est très inconfortable, ça vient faire monter plein d'émotions, tout ça, et là c'est là où ma casquette un peu plus psychologique, en fait, elle accompagne les gens à comment gérer ces émotions, comment se laisser traverser par ces émotions, comment gérer l'inconfort du travail énergétique, mais pour autant, c'est ça, il faut aller voir. Et en termes d'anecdotes, alors c'est sûr que moi, entre guillemets, je prêche que ce dont je fais l'expérience moi-même. Donc, je fais du travail énergétique sur moi-même. C'est ça qui m'a d'ailleurs amené là où je suis, à vraiment être très très clair aujourd'hui sur qui je suis et ce que je veux offrir, etc. Et donc une anecdote particulière, c'est que moi j'habitais à Montréal, j'étais avec mon fils, donc je m'étais séparée de son papa, et donc j'étais locataire d'un appart qui était quand même assez cher en fait pour une personne. Et donc il y a rien qui marchait, tu vois, genre je travaillais comme rédactrice en identité de marque pour un client qui était un promoteur immobilier qui a mis genre 8 mois à me payer, ça venait pas, l'argent venait pas, enfin c'était vraiment un bordel. J'étais vraiment dans le trou, quoi, dans le dur, tu sais. Et j'ai commencé vraiment à travailler énergétiquement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un incendie chez mon voisin du dessous, qui a fait que ils ont dû ouvrir les murs et ouvrir les planchers de mon appartement pour se rendre compte qu'il y avait eu un autre incendie il y a 25 ans qui avait carbonisé les poutres. Et donc, je vivais sur des poutres carbonisées depuis 3 ans, tu vois. Et il y a eu un enchaînement comme ça de choses où c'était clair qu'il fallait que je déménage, et je voulais quitter la ville de Montréal, et donc j'avais entre-temps fait un stage ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est donc à peu près 6 heures de Montréal au nord. Et voilà, c'est donc j'avais dit ça, et j'en avais parlé au père de mon fils. Et j'avais dit bon bah j'aimerais bien partir de Montréal, voilà, là je reviens du stage, on dirait que la nature ça m'a fait du bien et tout ça. Ou est-ce que tu serais prêt à partir de Montréal, parce que clairement on est en garde partagée, il faut qu'on soit proche pour élever notre fils, tu vois. Et de nulle part, il me dit bah écoute, là où t'étais, là au stage, ça a l'air bien, tu vois. Go. J'ai dit, enfin, c'était vraiment, je veux dire, le gars, il connaît ni la région, ni Dave, ni d'Adam, il connaît personne là-bas et tout, et il est prêt, tu vois, à concrétiser la chose. Au même moment, j'ai rencontré quelqu'un, donc j'avais un nouveau conjoint. On a emménagé ensemble ici, au Saguenay. Super guidé pour trouver la maison et tout ça, donc on loue une super belle petite maison et tout ça. Et 6 mois après l'emménagement, si tu veux, donc à travers de tout ça, je fais le travail énergétique. Hein, donc tout ça, c'est des trucs qui débloquent. Mais si tu veux, le timeline est incroyable, parce que entre le moment où il y a l'incendie et mon emménagement au Saguenay, il y a à peu près 6 semaines, tu vois. C'est vraiment rien. Enfin, le truc, alors que j'avais pas du tout prévu d'être ici ou quoi que ce soit. Et en fait, donc cette maison, finalement, là où on habitait, notre propriétaire nous appelle pour nous dire bon bah je dois vendre parce que je vais acheter une autre maison, etc. Donc soit vous l'achetez, soit vous partez. Moi qui n'avais jamais de ma vie cru possible d'être propriétaire, parce que je viens d'un milieu très très précaire où enfin on n'a jamais même eu de lave-vaisselle chez nous, tu vois, ni d'air climatisé, genre on est vraiment, enfin voilà. Je me retrouve dans une situation où j'ai, sans avoir eu d'économie ou de rien du tout, par la force des choses, être capable d'acheter avec mon conjoint cette maison.
Donc cette maison qui se vend à nous de nulle part. Et c'est pas fini. Donc peu de temps après, le père de mon fils me dit qu'il veut lui aussi peut-être acheter quelque chose. Je regarde une annonce, je vois une maison qui est annoncée à 2 maisons de ma maison, qui est exactement dans ces prix. Il vient la visiter, le propriétaire nous rencontre tout le monde, il dit c'est fou, vous êtes tous proches les uns des autres, etc. Et donc finalement, pour te la faire courte, si tu veux, je suis devenue propriétaire de cette maison et à côté de moi, il y a non seulement le père de mon fils, mais ma mère qui a acheté aussi une maison. Alors qu'elle non plus pensait pas que c'était possible, mais ça s'est fait par du déblocage de fonds, de la donation de son frère, bref, truc. Et tu dis, ok, donc là, en 1 an, ma vie a changé en fait du tout au tout, tu vois. Je suis passée de mère célibataire endettée, avec une activité pro qui était très très floue, tout ça, à genre une vie stable en fait de famille où on est tous dans une famille recomposée, la situation de rêve qui se produit jamais parce qu'en général il y a des guéguerres entre les ex et tout ça. Là on est tous en harmonie, on vit les uns proches les uns des autres. Je suis dans une maison, dans une région incroyable. Et donc tout ça en fait c'est le fruit de ce travail-là. Et si tu veux en amont de ça, il y a eu pendant chaque semaine, en fait, avec une énergéticienne avec qui je travaille aujourd'hui, Eugénie Jamais, on fait des séances ensemble aujourd'hui. Elle, en fait, elle m'a comme mentorée et elle m'a non seulement entraînée à développer mes propres capacités, mais elle m'a fait bosser comme personne sur faire casser, en fait, justement, toutes ces résistances et toutes ces mémoires. Donc, pendant 10 mois, si tu veux, hebdomadairement, on faisait ce travail. Et il y a tout ça qui s'est comme, tu vois, comme déclenché, en fait. Et c'est des choses, alors Ouais. ça c'est mon histoire, tu vois, mais je le vois aussi avec les gens que j'accompagne. Ça débloque des trucs de ouf en fait. Hmm. Ouais, c'est un truc de fou parce que on peut avoir des moments dans la vie où on peut avoir l'impression que le sort s'acharne sur soi et que voilà, on a des fois voilà, on peut subir des accidents, il peut y avoir des décès prématurés ou voilà des choses où des fois on n'a pas la main en fait dessus. Et je pense que ça donne aussi beaucoup d'espoir aussi à certaines personnes qui peuvent se retrouver dans des situations catastrophiques et que qu'en l'espace de quelques semaines, il peut, enfin tout est possible quoi. Enfin tu vois ça. Enfin je trouve que ça envoie quand même un message, un beau message. Mais c'est parce que derrière il y a vraiment ce travail énergétique. Et c'est vrai que moi par exemple l'énergie c'est quelque chose que j'ai découvert malgré moi. J'étais pas demandé. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont aussi énormément débloquées suite à un travail énergétique parce que ouais j'arrivais à un moment de ma vie où je tournais en rond en fait. Tu vois, je tournais en rond dans toute ma vie. Et c'est vrai que quand tu arrives à un moment comme ça, comme tu disais, quand tu as une vraie problématique, c'est bon bah j'ai l'impression de jouer tout le temps la même scène. Niveau pro, perso, il y a tout qui stagne, ça tourne en boucle. Et surtout d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est ce que tu vis en perso, ben ça se répercute directement au niveau professionnel, quoi. Donc si t'es en boucle au niveau perso, en fait, il y a pas de séparation. Les deux, c'est la même chose. Donc si t'es en boucle au niveau perso, bah t'es en boucle au niveau pro. Et ouais, j'ai eu beaucoup de tu vois, tout ce qui est profil, perversion narcissique, des personnes qui abusaient, etc. Bah, en fait, ça l'a été au niveau pro, mais ça l'a été au niveau perso aussi. Donc en fait, les deux étaient vraiment liés. En tout cas, c'est le message que je veux faire passer aussi aux personnes qui nous écoutent. C'est en fait, il n'y a pas de séparation entre le pro et le perso. C'est si votre patron il vous malmène, il y a de fortes chances que dans votre vie perso, on vous malmène aussi, ou alors vous faites du déni sur vous-même, mais c'est le cas quoi. Donc je pense quoi, il y a un vrai travail là-dessus, et je pense que t'incarnes aussi bien le côté, tu parlais, tu vois, d'avoir une vie stable, d'avoir quelque chose de, moi ce que je trouve, tu vois, si on parle vraiment de résultats énergétiques. Pour moi, ce qui me vient souvent, c'est la paix intérieure. C'est ça qu'on va aller chercher, tu vois. Parce que l'ego, quand il est dans ses blessures, t'es pas dans la paix intérieure, t'es loin de ça. Et j'ai l'impression que tout ce travail énergétique, en fait, ça vient juste ramener tu vois, de la paix à l'intérieur, du calme, de l'ancrage,
tu vois, et pas du débordement émotionnel. Oh, mais non, ah, il m'a Mhm. blessé. Ah. Non, et tu vois, c'est beaucoup plus calme. En tout cas, moi, c'est ce que je vois et ce que je ressens aujourd'hui où je, pareil, enfin, comme toi, dans un lieu de vie qui m'inspire. Voilà, avoir une vie qui m'inspire, quoi. Et pas de me dire, ah, demain matin, ouais, faut aller au boulot, hein, tu vois. Il y a plus ce côté-là et c'est vraiment faire la paix. En fait, c'est se reconnecter à soi, comme tu disais, à son essence pour retrouver la paix, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est ce Oui, tout à fait. Et ce qui de la me... paix, et de la clarté, de la fluidité, de la facilité. En fait, on n'est pas obligé d'être dans une vie pleine de drama où on se fait chier, tu vois. Et en fait, plus on résiste et plus c'est difficile. Donc, par exemple, cette histoire de l'appartement là, à Montréal, j'aurais pu dire non, non, mais je vais attendre que les travaux soient finis, je vais revenir et tout. Je me serais comme entêtée, mais ça aurait été compliqué, tu vois. Au lieu de juste de dire, ok, là clairement, j'accueille le cadeau qui est caché derrière ça là. Et la question c'est toujours quel est le cadeau caché derrière tout écueil, derrière toute expérience, on va dire difficile, toute épreuve. Mais donc c'est d'avoir cette ouais, encore une fois, cette humilité à dire, ok, plutôt que de résister, d'y aller en force, puis de dire, je suis un warrior, tu vois, je vais tout défoncer, même si c'est difficile. Non, à un moment donné, voilà, juste regarde ce qu'il y a derrière, en fait. Prends cette opportunité-là. Et c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, bah, comme tu dis, c'est la vie, on a notre vie, notre être entrepreneur, c'est être. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de distinction. Donc voilà. Hmm. Ouais, puis moi, ce que j'avais remarqué aussi, c'est que quand on est dans ce mode de fonctionnement un petit peu automatique, tu parlais de drama, et souvent il y a des... Enfin, du coup, là, quand on a parlé, ça m'a dit ça en même temps. C'est qu'en fait, euh, il y en a, ils aiment bien les dramas parce que ça vient compléter leur vie. Tu vois, c'est comme si ça venait combler un vide à l'intérieur parce que s'il y a des dramas, c'est qu'il se passe des choses et quand t'es trop dans la paix, ouais, c'est un peu comme la fin d'un film où tout le monde est heureux et des enfants, bon bah du coup il y a plus d'histoire. Mhm. Et en fait t'as un peu l'impression de dire ouais mais si je suis trop dans la paix, dans l'amour, bah en fait il y a plus d'histoire. Moi ce que je veux c'est des drames, je veux des pleurs, des cris, voilà. Et en fait les gens ils ont ça dans leur vie, mais en réalité ils l'ont demandé, ils l'ont Mhm. manifesté parce que c'est ce qu'ils veulent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et moi je sais qu'il y a beaucoup de choses que sur le moment en effet je l'ai vu comme négatif, mais en fait je l'ai demandé. Et c'est vrai que quand on part du principe que tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, on l'a demandé, Mhm. enfin, il y a une partie de nous qui l'a demandé, parce qu'après on peut parler de loi de manifestation, mais enfin de manifestation en général, mais manifester, on le fait tout le temps, mais il y a la manifestation consciente et la manifestation inconsciente, et en réalité, qui manifeste? Bah, comme tu dis, c'est l'esprit, quoi. Mhm. C'est pas nous petits, oui, je Non, c'est manifeste, ça. je pense. Non, c'est notre âme enfin, c'est l'esprit, quoi, Mhm. qui va envoyer le message. Et en fait, on maîtrise sans forcément maîtriser. Il faut juste qu'en fait nos pensées et notre esprit soient alignés. Et là, ça va être ancré, ça va se matérialiser. Enfin, en tout cas, Mhm. moi, je sais que je l'ai vu, soit chez les gens que j'ai rencontrés ou chez moi-même, tu vois, bah, des fois, il se passe des choses, mais en fait, c'est comme si on avait passé une commande au resto et en fait, il y a un plat qui arrive et on dit, bah, je l'ai pas commandé. Mais en fait, si, mais tu le sais pas. Tu vois, enfin, moi, en tout cas, moi, je le vis comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, bah, des fois, je rencontre des clients ou des prospects et en réalité, je le sais que les manifester. Et du coup, c'est intéressant de se dire, tiens, mais pourquoi j'ai manifesté cette personne-là? Ou alors, l'inverse, c'est je n'ai rien manifesté. Parce qu'il y a aussi ça. C'est, on dit, on manifeste, ça vient, mais il y a aussi les choses qui viennent pas. Et on l'a aussi demandé. On Mhm. dit, tiens, c'est marrant, je veux absolument lancer cette entreprise-là, et les clients viennent pas. Ben, en fait, c'est peut-être qu'il y a un message derrière. Et Oui, c'est ça. Et en fait, vas-y, vas-y. vas-y, je te laisse finir. Non, 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 vas-y, parce que sinon je vais partir sur autre chose après. Non, Vas-y. mais c'est intéressant parce que, en fait, c'est ça, c'est toujours l'esprit. Si tu veux, c'est notre esprit, c'est pas nous en tant que personnage. Si tu veux, c'est toujours l'esprit qui nous amène une expérience ou une non-expérience. Donc, c'est c'est intéressant. Et je voulais apporter une petite précision technique. Mais dans moi, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est-à-dire qu'il y a
l'âme, si tu veux, est encore un mécanisme enfermant. C'est pas l'esprit. L'âme, si tu veux, c'est comme la boîte noire de l'avion qui a inscrit toutes les données, qui a inscrit toutes les expériences dans la matière. Et donc c'est comme une machine, en fait, c'est comme un algorithme qui peut reproduire que ce qu'il a déjà connu. Donc l'âme va te faire rencontrer des gens que tu as déjà connus, va te faire revivre des expériences que tu as déjà eues mais que tu n'as pas transcendées, etc. L'idée, c'est de se libérer de l'âme, en fait, et de pas rester sur ce plan-là. Donc quand on dit par exemple trouver l'âme sœur, pour moi c'est une relation qui est basée sur des mémoires. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, mais ça veut pas forcément dire que c'est libre comme relation. Donc il faut voir en fait ce qu'il y a à transcender et à dépasser, pour éviter de se retaper en fait des expériences. Et en fait le côté victime, c'est très intéressant parce que on revient à notre fameux triangle victime sauveur bourreau qui est toujours on est toujours nommé, mais c'est parce que c'est vrai que c'est très pertinent. C'est vraiment le mode opératoire, si tu veux, de la vie dans l'incarnation. Alors d'une perspective énergétique, moi si je peux apporter comme une genre de regard supplémentaire là-dessus, c'est que on a été ces trois-là, c'est-à-dire au cours des milliers d'incarnations qu'on a eues, au cours et de toutes les mémoires qu'on a reçues de notre lignée, donc parfois des choses qu'on n'a même pas vécues nous-mêmes et dont on a hérité et qui se manifestent en nous comme si on les avait vécues. On a été ces trois-là. On a été bourreau, on a été sauveur, on a été victime. Souvent, les gens que moi je rencontre aujourd'hui sont plus dans le bourreau, tu vois. Ils sont plutôt dans sauveur ou victime. Donc sauveur, en général, en train de se rendre compte que non, ça marche pas en fait de prendre les autres sur son dos et de qui sommes-nous pour intervenir dans la liberté d'autrui, tu vois, qui doit vivre ses propres expériences. Mais par contre, il y a beaucoup le côté victime qui se voit pas du tout comme un être capable en fait de créer, capable de se libérer de ces schémas-là, qui vit les choses comme de manière subie, comme si c'était une fatalité. Et pris dans des croyances aussi qui prennent tous ces blocages comme des faits, comme de la réalité, comme quelque chose dont on peut pas sortir, tu vois. Et ça, c'est vraiment intéressant, le côté victime. Et ça me fait penser aussi à la perversion narcissique, parce que là, je pourrais en parler longtemps. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des problématiques, j'en connais un rayon, parce que moi, j'ai eu donc dans ma vie une personne perverse narcissique quand j'étais enfant, pendant des années, et c'était vraiment... ça a été un vrai cauchemar, mais bon, aujourd'hui, je vois que ça a été un cadeau aussi, mais ça a été très 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 long avant que je vois que c'était un cadeau. Mais typiquement, en fait, c'est des personnages qui viennent dans notre vie pour nous faire revivre, donc qui nous mettent dans une posture de victime pour qu'on se rende compte qu'on peut s'en sortir et qu'on peut s'en libérer et qu'on n'est pas sous leur joug, si tu veux, mais qui viennent aussi nous dire qu'on a été ça, en fait. On a été le salaud, tu vois. On a été le bourreau, on a été le persécuteur, on a été le mec qui coupait la tête. Et en fait, sous tout ça, il y a la clé de voûte de tout travail énergétique. En fait, ce qui est vraiment, on va dire, déterminant et le point le plus crucial, c'est la culpabilité latente qu'on porte tous à différents degrés. Il y a toujours une histoire de culpabilité, en fait. Et quand je creuse, en fait, les mémoires que j'ai donc en session, souvent, ça va à de la culpabilité. Donc, des mémoires d'illégitimité, de pas être crédible, de pas recevoir, de pas pouvoir recevoir, d'être dans la malveillance, d'être dans le désamour de soi, et même justement au problème d'argent, de pas pouvoir recevoir matériellement le flux d'argent, tu vois, il y a quelque chose qui fait écran. En général, c'est basé sur de la culpabilité et moi j'utilise un outil en fait très 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 puissant qui vient en fait pardonner, pas pardonner dans un vocabulaire religieux, mais en fait transcender en fait cette part de culpabilité qui est la racine de beaucoup de choses. Donc c'est vraiment intéressant d'aller creuser à ce moment-là pour se dire qu'il y a plusieurs couches en fait, tu sais. Et qu'il y a une racine. Et quand on va à la racine, c'est vachement plus facile après. En tout cas, ouais, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis parce que, enfin, même moi, tu vois, je vois aussi d'autres images, c'est intéressant. Enfin, ça vient aussi consolider certaines choses que j'avais perçues et où tu parlais. J'ai bien aimé ta métaphore sur la boîte noire. En fait, c'est inscrit et en fait, c'est une partie de nous, mais c'est pas nous non plus. Donc, tu vois, il y a vraiment
Et c'est vrai que moi, au début, enfin, quand on commence à s'intéresser à la spiritualité, bon, on connaît l'ego, on connaît l'âme. Bon, après, l'esprit, on sait pas trop vraiment où le placer, etc. Et c'est vrai que, enfin, ce que t'as raconté, je trouve ça intéressant. Et je vais garder cette idée-là de boîte noire, ça me plaît beaucoup. Et non. Et puis après, ouais, tout ce que tu disais par rapport à la culpabilité en fait des mémoires qu'en fait on porte. Moi des fois ça me choque quand je suis avec une personne dans l'énergétique, elle va me dire ah mais je sens que t'as honte d'être toi-même, t'as honte de... Ah bon? Et en fait bah, c'est des parts de moi qui s'expriment mais que moi-même voilà je qui sont intégrées dans un espace de moi auquel au niveau de ma conscience voilà j'en suis pas conscient. Mais par contre c'est vrai que pour toutes les personnes qui essayent des choses et ça fonctionne pas, et il y a plein de gens, enfin, je pense qu'on est tous passés par là, de tester des choses et ça marche pas, etc. Bah, il y a beaucoup de frustration, il y a de la colère, il y a, ouais, on se sent dépourvu, quoi. Et notamment, ben, la relation, enfin, tout ce qui est flux financier. Souvent, c'est un problème qui revient assez souvent, c'est le rapport à l'abondance, etc. Et encore plus quand on est entrepreneur, parce que quand on est patron, je pense que, enfin, quand on est patron, quand on est salarié avec un patron, on est quand même, c'est un peu moins nous. Enfin, je sais pas trop ce que t'en penses, mais moi, j'avais l'impression que j'étais moins sensible, pas forcément sensible, mais j'étais moins soumis à ce poids-là quand j'étais salarié que quand t'es entrepreneur, il y a autre chose qui se met en place qui fait que du coup t'es soumis à ce poids ou à ce problème d'abondance financière. Mhm. Parce que quand j'étais salarié, j'avais aucun problème d'argent, tu vois. Par contre, dès que t'es entrepreneur, bah en fait là, il y a l'argent vient d'ailleurs et donc en fait il y a et c'est là, c'est comme si bah enfin je sais pas trop ce que toi t'en penses par rapport à ça. Mhm. En fait, quand on est entrepreneur, c'est qu'on est vraiment en face à face avec notre rapport à l'argent, parce que on doit le créer. Enfin, on doit l'attirer ou le créer. Donc, quand on est salarié, bah, c'est un peu plus, voilà, on est dans un cadre en fait où on n'est pas vraiment confronté à ça, quoique ça peut s'exprimer dans la négociation du salaire ou ce genre de choses où on a peut-être du mal, tu vois, à aller vraiment demander ce qu'on aimerait vraiment ou que ça reflète notre valeur en tant qu'employé, tu vois. Mais effectivement, quand on est entrepreneur, là, on est mis à nu et on n'a comme pas le choix de faire le travail. Et je pense que les gens qui sont entrepreneurs font un gros travail en fait de développement personnel et de libération parce qu'ils n'ont pas le choix. En fait, ils vivent de ce qu'ils émanent, ils vivent de ce qu'ils dégagent. Donc, si t'as des blocages, tu vas pas manger quoi. T'auras pas d'argent, tu sais. Et en fait, les mémoires agissent vraiment comme fond écran. Donc moi j'ai en tête, je sais pas si ça te parle, à l'école on faisait des petits schémas sur le réchauffement climatique, on voyait, tu sais, comme la couche de CO2 qui faisait rebondir la flèche, tu sais, genre le soleil rentrer, enfin ça faisait ça. Le côté écran en fait qui fait rebondir. En fait les mémoires c'est vraiment ça que ça fait. Moi je le perçois en fait même, je vais pas dire physiquement, mais je le perçois quand je me connecte à la personne, si tu veux, je sens que ça peut pas rentrer en fait. Ou alors l'argent peut pas rentrer. Et l'argent et le recevoir en général, c'est-à-dire recevoir de l'amour, recevoir des compliments, enfin tout ce qui fait rentrer quelque chose, ça peut pas rentrer. Ou alors ça rentre mais ça sort tout de suite. Il y a comme une fuite, tu sais. Genre typiquement, moi j'ai adressé pendant avec certaines personnes des problématiques d'achat compulsif, de où t'es plus en contrôle de toi en fait. Tu peux pas garder de l'argent, il ressort tout de suite. Donc tu te retrouves toujours dans la merde, tu vois. Et donc ça c'est vraiment symptomatique si tu veux de ce genre de mémoire là, notamment de culpabilité, mais pas que. Mais c'est vrai que c'est effectivement assez évident quand tu es confronté à voilà dans ta vie d'entrepreneur ce qui fonctionne pas. Ouais, puis ça me fait penser à toutes ces célébrités et stars qui pendant des années ont amassé des millions et des millions de dollars et en fin de carrière, enfin on va dire 10 ans après la fin de leur carrière, ils se retrouvent sans rien, à sec, etc. Et tu te dis mais comment c'est possible en fait d'avoir autant d'argent qui rentre? Et il y a comme un truc où, bah en fait non, je suis obligé c'est trop en fait. Donc je suis obligé de dilapider cet argent-là parce que je supporte pas quoi. Mm-hmm. Et je pense quoi, il y a un vrai travail sur la relation à l'argent. Moi c'est vrai que moi personnellement j'étais plutôt
à garder. J'étais beaucoup dans le stockage et du coup à pas du tout dépenser. Mais du coup là pareil, c'est un peu en fait c'est tout, tu stockes tout, mais il y a l'énergie, l'argent ne circule plus. Mhm. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à investir, donc là j'ai pris l'argent que j'avais stocké, je l'ai sorti et je l'ai investi. Donc ouais, ça m'a fait quand même quelque chose parce que quand Mhm. t'as un petit pactole de côté, bah intérieurement tu te sens en sécurité, tu te sens bien, tu dis c'est bon. Je sais pas, imaginons t'as 100 000 euros sur tes comptes, tu vois 100 000 euros, tu dis ça va, j'ai le temps de voir venir, je me sens bien. Mais demain t'as plus ça. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où bah, j'ai connecté à une insécurité que j'avais, à me dire mais comme si j'avais pas ça, en fait je me sentais vide. Et en fait, comme s'il y avait un gouffre, en fait, tu vois. Et Mhm. j'avais vraiment ce sentiment-là à l'intérieur. Et peut-être que ça peut parler à des personnes qui nous écoutent, c'est euh, souvent on dit voilà, en France, on est quand même un profil très épargnant, beaucoup moins investisseur généralement. Après peut-être qu'en effet il y a des mémoires collectives au niveau national aussi, hein, qui fait que voilà il y a des choses qui se passent. Et mais en tout cas voilà, j'avais vraiment remarqué que dès que je l'avais retiré, j'avais vraiment ce sentiment de malaise et j'ai dû m'habituer à le fait qu'il n'y ait plus rien. Même Mhm. si c'était toujours là, mais c'était plus là vraiment et donc c'était plus loin et caché et du coup bah voilà. Et je pense quoi, en effet, il y a vraiment un rapport à l'argent quand on est entrepreneur, le rapport aussi au risque, Mhm. à dire bon bah je vais mettre, je sais pas, je vais dépenser 1000 € dans de la publicité, j'en sais rien. Et ça se trouve, c'est 1000 € que tu ne vas plus jamais revoir. Et il y a tout, tu vois, ce problème de perte. De dire, ouais, mais si je perds de l'argent, c'est comme quand tu fais du trading. Moi, la première fois que j'ai fait du trading, c'était il y a 6 ans. Quand j'ai perdu, je crois que j'avais perdu 10 euros, mais j'ai l'impression que c'était la fin de ma vie, quoi. J'ai dit, mais non, mais j'ai perdu 10 euros et tout. Mais, tu vois, alors que, ouais, ça fait partie du jeu. Et tu vois, il y a vraiment un truc comme ça, émotionnel à l'argent. En fait, t'en gagnes, t'en perds, et en fait, ça fait partie du jeu, quoi. Tu vois, Mhm. c'est comme ça, et je pense que ça revient aussi avec le fait de faire la paix avec l'argent, en fait. Bah, des fois, il y en a, des fois, il y en a pas, des fois, il y en a beaucoup, beaucoup trop, ou plus du tout, voilà, et ça fait partie du jeu, quoi. Et toi, comment t'as cette relation à l'argent, comment toi, tu l'as travaillé avec le temps? Alors, juste avant, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est vraiment intéressant. Et Oui, en fait, c'est de comprendre la game de l'argent, là, le jeu, de comment ça fonctionne, mais c'est aussi d'être responsable. Parce que, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour les gens qui t'écoutent, mais les énergéticiens qui viennent me voir, en général, ont un rapport très irresponsables à l'argent, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser d'un coup, de manière impulsive, pour un truc qui va leur apporter une solution miracle. Et par ailleurs, ils vont épargner beaucoup, mais sans justement. Enfin, il y a comme un espèce de déséquilibre et de regard absolument non objectif et non stratégique sur l'argent. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire oui, c'est sûr que quand on n'en a plus, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec cette incertitude? Elle vient d'où et comment on peut s'en libérer? Pour autant, moi, j'accompagne vraiment aussi les gens pour développer une relation qui est plus mature et plus adulte par rapport à l'argent. Donc, de faire face au réel, de faire face aux chiffres, en fait, de regarder en face, tu vois, la réalité des choses, la réalité justement du jeu sur Terre. On est ici pour, en fait, pour jouer une pièce de théâtre, en gros, mais il faut comprendre les règles du jeu. Si tu flambes ton argent ou si tu dis oui mais c'est pas grave parce que l'abondance va revenir, mais t'es complètement, enfin tu vois, déconnecté et réaliste, en fait c'est pas mieux non plus. Donc c'est comment d'avoir cet équilibre, de lâcher prise, de pas être attaché à l'argent, parce que en vrai voilà c'est pas, ça nous définit pas, mais pour autant de s'en servir de manière raisonnée en fait dans les conditions qui sont les nôtres, tu vois. Et donc c'est vrai que, alors Hmm. moi j'ai eu, enfin bon, je viens d'une famille avec un père artiste et une mère qui est très modeste, qui a travaillé très très dur, mais qui fait zéro argent, qui a un malaise avec l'argent incroyable. Dès qu'elle en a, ça lui fait vivre des émotions, elle peut pas le garder justement. Là, faut qu'elle le dilapide et qu'elle le donne. Elle le donne en fait. Elle le dilapide pas, elle le donne aux autres, tu vois. Et mon père
est complètement déconnecté. Il a jamais fait de fiche d'impôt de sa vie. C'est toujours ses conjointes qui ont géré ses comptes. Il sait absolument pas combien il a d'argent. Enfin, il en a pas en vrai, mais il le dépense. Il en sait rien, tu vois. Et moi, j'ai été obsédée par l'argent pendant très très longtemps. J'étais obsédée par l'idée de faire de l'argent, d'en avoir, parce que aussi, ben, j'en ai manqué, tu vois, et que voilà, c'était une espèce de revanche et tout. Et en fait, ça s'est apaisé avec tout le travail que j'ai fait en amont. Donc, ça a pris du temps. Moi, ça a pris peut-être, on va dire, 15-20 ans, tu vois. Mais c'est pas obligé d'être aussi long, là. Mais ça s'est apaisé petit à petit, justement, quand j'ai identifié que je faisais ça pour me prouver quelque chose, pour prendre une revanche sur quelque chose. Mais à qui, à quoi, tu vois. Enfin, voilà, on s'en fout. Et j'avais rencontré quelqu'un. C'était une relation qui a été très importante pour moi. En fait, j'ai rencontré sur Tinder. Là encore, ça s'est fait de manière assez incroyable parce que je me suis mise sur Tinder. Le lendemain, je le rencontrais. Le surlendemain, j'étais plus sur Tinder parce que j'avais rencontré donc mon copain. Et l'avantage de Tinder et de ces réseaux, c'est que tu rencontres des gens qui font pas partie nécessairement de ton milieu socio-économique. Tu vois, c'est des gens qui sont en fait random. Donc lui, il s'avérait qu'il venait d'une famille extrêmement riche, qu'il avait beaucoup d'argent. Enfin, il était dans des sphères, si tu veux, que j'avais jamais fréquentées, tu vois. Et en fait, je me voyais, si tu veux, vouloir lui prouver que je pouvais moi aussi m'acheter des trucs chers, et donc j'étais vraiment dans une espèce de désir de reconnaissance extérieure que moi aussi je peux y arriver. Et c'est vraiment en travaillant sur cette question et en me libérant de cette question que là voilà, aujourd'hui, en fait, j'ai plus besoin de vivre au-dessus de mes moyens, chose que j'ai fait il y a très longtemps. Et en Amérique du Nord, on a un grand historique avec la carte de crédit et le crédit, en fait, à la consommation. Donc, on a beaucoup de pouvoir d'achat, mais parce qu'on a beaucoup d'endettement, qui est un peu différent de la France, je pense. Donc, moi, j'ai eu pendant très longtemps des problèmes d'endettement de carte de crédit parce que je voulais tout de suite et je me disais, mais c'est bon, YOLO, enfin, justement, ça n'a aucune importance et tout. Mais sauf qu'après, je me retrouvais toujours dans le trou, tu vois. Puis, quand tu deviens parent, à un moment donné, il faut être un peu responsable aussi parce que tu as un enfant là qui qui attend que voilà, tu t'occupes de lui de manière saine et tout. Donc voilà, donc ce rapport à l'argent, c'était clairement enraciné dans euh, un manque de reconnaissance de ma propre valeur. C'était toujours soit trop, soit pas assez. J'arrivais pas à me positionner dans un prix, dans une valeur en fait qui reflétait ce que je pouvais offrir. Et à la fois, j'étais dans un délire complètement, enfin voilà quoi, perché par rapport aux dépenses, parce que en toile de fond, il y avait ce truc en fait de prouver à quelqu'un quelque chose. Et c'était très très dur de lâcher ça et ça a résisté pendant longtemps, 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 longtemps. Mais encore une fois, c'est les vicissitudes de la vie et de ce que l'esprit m'a mis sur mon chemin en fait qui m'ont obligée à me réveiller. Et plus récemment, si tu veux, moi on a eu une grosse période difficile dans mon couple avec mon conjoint. Il faut savoir que c'est grâce à lui que j'ai pu acheter ma maison. Enfin, si tu veux, maintenant, je suis autonome financièrement, mais l'hypothèque est conditionnelle à ce qu'on soit tous les deux. Et il y a un moment donné où je me suis dit, si je me sépare, je vais me retrouver encore dans une situation précaire, si tu veux. Et tout a été fait, orchestré pour que je me sépare pas facilement, tu vois. On a plusieurs contrats d'hypothèque ensemble, on a bâti une relation familiale, c'est le beau-père de mon fils, enfin, il y a tout ça. Donc, est-ce que je veux vraiment tout foutre en l'air parce que je veux pas faire le travail d'aller au fond et d'aller creuser, en fait, ce qui est un problème en ce moment sur le plan plus sentimental et relationnel affectif. Donc, voilà. Mon esprit, entre guillemets, m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, Mana, meuf, en fait, qu'est-ce que tu veux, là, t'sais. Donc, c'est intéressant. Et maintenant, si tu veux, je reconnais de plus en plus un peu ces traits de l'esprit qui te disent, OK, là, je pense que t'as le choix, mais ça va être plus difficile si tu résistes. Donc, vas-y, va voir, plonge et fais la job, quoi. Est-ce que c'est pas ça le lâcher prise? Oui, Quand c'est on arrête de l'accueil. résister. C'est l'accueil de, OK, j'ai pas raison. En fait, la question, c'est est-ce que tu veux être libre ou tu veux avoir raison? Ouais, j'ai entendu plein de fois cette phrase, je crois. Ça me dit, en tout cas, ça résonne beaucoup, ce que tu dis.
Et ouais, par rapport à tout ce que t'as dit, moi t'as dit beaucoup de choses. Et moi, je voudrais juste rebondir sur certaines choses. Notamment, j'ai regardé une vidéo ce matin, donc c'est très récent, d'une personne qui parlait de la relation à l'argent. Et en fait, c'est d'aller voir qu'est-ce que t'as à prouver aux autres, en fait. Parce que souvent, le problème vient de là, c'est que on veut être riche, mais pourquoi en fait? Et souvent derrière, bah, la racine, c'est pour prouver à, je sais pas, aux parents ou même à quelque chose de beaucoup plus lointain, peut-être des vies antérieures, etc. Que bah non, on veut avoir sa revanche, etc. Et c'est vrai que bah maintenant, c'est vrai qu'il y a des marques qui savent très bien surfer là-dessus parce que toutes les marques qui se positionnent sur du statut social, bon bah ils l'ont bien compris quoi. C'est bah si t'achètes ma marque, c'est que bah toi tu fais partie d'une élite et si tu fais partie de l'élite, bah en fait c'est que t'es capable et c'est que t'as pris ta revanche. Donc c'est sûr c'est un levier marketing très puissant, mais quand en fait tu sors de ça, bah, en fait t'as acheté une Rolex, t'as acheté une Ferrari, t'as acheté j'en sais rien un truc cher, bah ça résonne plus quoi. Donc du coup tu lâches ça et en fait par effet domino, bon bah en fait t'arrêtes les cartes de crédit, t'arrêtes voilà en fait c'est un effet. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment une sorte de racine mère. Et moi je sais que bah mes premiers salaires, dès que j'avais mon salaire, je m'achetais des fringues, je sortais. Quand j'allais en soirée, bah c'est moi qui offrais la bouteille, prends une table. Heureusement, je l'ai pas fait tout le temps. J'avais quand même un petit peu mes parents qui, voilà, il y avait cet héritage familial là qui disaient ouais, mais l'argent tranquille quoi. Mais de l'autre côté, j'avais cette folie financière de me dire ah je veux ça, j'achète. C'était pas indispensable quoi. J'étais pas obligé de l'acheter maintenant, voilà. Et puis après tu regrettes, tu te dis ah pourquoi j'ai acheté ça. En plus ça fait que m'embarrasser parce qu'après t'achètes, t'entasses, t'achètes des trucs puis tu te dis en fait pourquoi j'ai acheté ça. Et ouais du coup je pense qu'il y a vraiment ce travail là à faire au niveau ouais, de la relation à l'argent. Et moi, il y a un truc que je voulais rebondir dessus, c'est, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Je vois beaucoup de personnes passer sur les réseaux sociaux qui parlent d'abondance. Et un des, un des discours marketing et de vente, surtout, c'est si tu veux être dans l'abondance, en gros, genre j'ai un programme à 7 777 €. Si tu veux être dans l'abondance, bah en fait, sois vraiment dans l'abondance. Donc en fait, lâche ton argent, quoi. Et pour que tu sois dans la confiance de la vie. Et d'un côté, ok, je comprends l'idée, mais d'un autre côté, tu vois, tu vois, je suis très partagé par ce genre de discours. Parce que dire à quelqu'un qui a peut-être, bah en fait, c'est peut-être le seul argent qui lui reste, de lui dire, écoute, t'as plus rien sur tes comptes? Est-ce qu'il te reste 5 000 balles? Oui? Eh ben, tu me les files. Tu me les files et là tu vas envoyer un vrai message à l'univers pour te dire regarde l'univers, j'ai confiance en la vie et en l'abondance. Ok, je vois l'idée, mais dans ce cas-là, on arrête d'épargner, on fait que lâcher de l'argent, faire des crédits sur des crédits. Tu vois ce que je veux dire? On vit dans l'abondance. Ah voilà, du coup je suis très partagé par rapport à ce discours-là. Voilà, je sais pas, voilà, j'ai pas d'avis en fait vraiment là-dessus. Moi j'ai plus l'impression que c'est beaucoup de la vente. Mais où est l'éthique? Du coup, voilà, j'ai envie de Mais un petit peu avoir ton alors, avis là-dessus. moi, pour le coup, j'ai un avis assez tranché. C'est là où c'est irresponsable, en fait. C'est complètement irresponsable de, de de voir les choses comme ça. C'est sur le plan énergétique ce qu'on appelle ce qui est très astralisé, c'est-à-dire l'astral, c'est-à-dire euh, des croyances qui nous mettent pas dans notre souveraineté et dans un côté un peu plus justement lucide. La lucidité dans ce cas-ci, ça serait de dire, ok, mais ça va m'apporter quoi en fait? Alors peut-être, oui, c'est un investissement et que ça vaut le prix, mais c'est quoi en fait concrètement que ça va m'apporter? C'est pas juste une pensée magique. Et l'énergétique, c'est pas de la magie, hein, dans le sens, justement, il y a une partie où il faut être assez clair en fait. Et l'univers, quand j'entends l'univers, en fait, c'est qui l'univers? À qui tu parles? Parce que moi, je vais vous dire, quand on est énergéticien, je suis pas la seule, on perçoit en fait le monde subtil. Et qui y a dans le monde subtil? Ben, il y a plein d'entités.
dont on n'a pas conscience quand on les voit pas, mais elles sont là. Et en fait, derrière l'univers, il y a qui me parle en fait, qui me pousse à dépenser au-delà de mes moyens, qui a envie que je croie que ça va apporter une solution miracle sans faire le travail sur moi-même, qui me pousse à chercher une reconnaissance extérieure au lieu de me reconnaître moi avant tout, tu vois. L'extérieur étant un miroir de ce qu'on est. En fait, c'est toujours comme ça. Donc, il faut être assez vigilant et dans le milieu spirituel, il faut vraiment faire le tri. Parce que il y a des discours qui sont pour moi voilà comme basés sur de l'astral et en fait j'invite vraiment les gens à prendre un pas de recul et à faire la part des choses en fait. Et je pense que les gens qui parlent avec ce discours-là sont pas conscients eux-mêmes en fait qu'ils sont astralisés. Mais voilà, il faut vraiment être assez vigilant, je crois, et de pas tout mettre dans le même panier. Et moi, si tu veux, mon discours, il est super clair sur le fait que je veux arnaquer personne. En fait, je veux que la personne qui vient me voir, en fait, elle soit plus souveraine et plus autonome et plus lucide et plus connectée à elle-même après. Ça n'a pas besoin de coûter des 1000 et des 100, en fait. Donc voilà, l'univers, non quoi. Je m'adresse pas à l'univers, je m'adresse à mon esprit. C'est de moi à moi en fait. Je fais pas de deal avec d'autres personnes. Je fais pas de deal avec des entités. Je fais pas de deal avec des trucs qui flottent comme ça dans l'invisible. Et croyez-moi, c'est pas Jojo. C'est moi avec moi. Donc face à ce genre de choses, disons on était attiré par ce genre d'offres. Il faut vraiment aller se poser la question intérieurement. Est-ce que ça me pousse? Il y a un truc qui me tire à le faire, mais je sens que je suis pas sûre et tout. Il y a comme une espèce de malaise et genre je le fais quand même. Et après je me retrouve dans une situation qui est difficile. Ou vraiment si je suis honnête avec moi-même et que je prends genre 2 secondes pour me centrer en fait intérieurement, qu'est-ce que ça me dit là? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas là? Est-ce que c'est vraiment intelligent là en ce moment de dépenser genre 80% de mes économies pour ce truc-là pour l'abondance? Est-ce que je suis pas en train d'avoir un autre truc, une autre poudre aux yeux, en fait, qui m'écarte du travail, du vrai travail que je dois faire, qui est envers moi-même, tu sais? Parce qu'en fait, l'abondance, si on veut utiliser ce mot, elle vient naturellement. Elle vient naturellement quand tu es connecté à toi-même, quand tu t'es trouvé, quand, voilà, par exemple, si tu es entrepreneur, que tu t'es vraiment trouvé, en fait, dans ce qui est ton truc à toi, dans ce qui te fait vibrer, dans ce qui est relié à ton histoire, que ta faiblesse devienne une force, dans, ben, voilà, genre, en fait, quelque chose qui est fluide et qui est évident pour toi. Là, l'abondance, elle va venir naturellement. Et après, tu peux t'outiller, mais les outils, en fait, les meilleurs outils, c'est pas les plus chers. Hein. Donc pour moi, l'espèce de truc de il faut tout dépenser pour avoir de l'abondance, bah non, tu vas tout dépenser, tu auras moins d'argent. Donc voilà, la spiritualité, c'est pas la fuite en fait, et c'est pas l'irresponsabilité pour moi. Bah, merci beaucoup déjà pour ce super discours. Discours. Enfin, tout ce que tu as dit là, ouais, ça vient juste confirmer ce que je ressentais. Et comme tu dis, de garder cette lucidité, de pas être en mode trop astral parce que c'est à qui, comment on dit, à qui ça bénéficie, quoi. Mm. C'est voilà, quand t'as ce genre de discours-là, est-ce que c'est vraiment pour toi ou est-ce que derrière, bah, il y a quand même un but commercial et je trouve que ouais, utiliser ce genre de discours-là, et il y a beaucoup de gens, moi je connais des gens personnellement qui sont tombés dedans. Et on leur dit oui, mais en fait, si c'est pas encore arrivé, c'est qu'il faut encore aller travailler. Donc, il faut continuer le programme, il faut prendre d'autres produits, etc. En fait, là, là, on rentre presque dans de la manipulation, dans des côtés un peu sectaires, etc. En disant ah bah si tu veux atteindre le nirvana, continue à payer et puis tu vas y arriver. Ah mais là, tu y es pas encore. C'est bien, tu as fait un processus, mais là, il faut que tu continues encore. Et là, en fait, tu peux tenir les gens pendant longtemps comme ça, et les gens, enfin voilà, les sectes, hein, c'est ce que ce que j'utilise. Donc, ouais, bien faire attention à ça. Oui, et puis En tout cas, merci en tout cas pour le discours. oui, tout à fait, c'est Oui, vas-y. important et c'est important aussi de reconnaître que tout ce qui nous pousse à croire que notre pouvoir est à l'extérieur de nous, en fait, est un mensonge. C'est nous, en fait.
C'est nous qui savons. C'est ici que ça se passe. C'est vraiment dans notre cœur et il n'y a pas quelqu'un qui peut te valider à ta place. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire t'es rendu là, t'es pas rendu là. Non. On peut juste être un miroir. Moi, je me considère comme un outil, comme en tant que thérapeute énergéticienne. Si tu es avec les gens, je suis un miroir des gens. Je me place pas au-dessus d'eux. Je veux dire, c'est pas mon rôle. Je vais juste en fait leur faire voir ce qui sont eux-mêmes en fait pour les aider parce que des fois c'est difficile d'avoir du recul, tu vois. Mais je viens pas en autorité sur eux à leur dire là t'es prêt, là t'es pas prêt, jeune padawan, tu vois. C'est pas du tout ça. Et faut se redonner en fait cette responsabilité à nous-mêmes aussi de pas se faire embrigader là-dedans, de pas être en mode victime, en mode sauvez-moi, tu vois. Sauvez-moi et oui, je vais te donner tout mon argent pour que tu me sauves, mais non. En fait, ça, tu mets ton pouvoir à l'extérieur. Donc, à chaque fois, dans toute situation où on se remet à l'extérieur, on donne quelque chose de nous-mêmes, de notre propre souveraineté à l'extérieur. En fait, on est vraiment dans l'erreur. Donc, j'amène vraiment les gens à être vigilants par rapport à ça et qu'ils ont tout en eux, ça part d'eux, en fait. Mais ce qui est difficile, c'est effectivement se reconnaître. Et pourquoi c'est difficile? Ben, parce qu'il y a tous ces voiles et toutes ces couches et toutes ces mémoires. Donc, l'idée, c'est de faire du ménage, d'y voir plus clair. Et là, c'est beaucoup plus évident et les bonnes décisions sont plus faciles à prendre, notamment les décisions d'argent comme ça. Mais après, c'est pas mal en soi, si tu veux. Moi, j'ai pas de regard négatif sur le marketing ou la vente parce que, je veux dire, c'est un outil comme tout outil, c'est à double tranchant. On peut le faire avec une intention authentique ou non. La plupart des gens qui offrent ces programmes, je pense pas qu'ils sont conscients nécessairement qu'ils sont dans une forme de manipulation. Enfin, je crois pas la majorité en tout cas. Mais en soi, tu vois, voilà, moi, avec ma casquette d'entrepreneur, tu sais, genre, j'ai des ambitions de bien gagner ma vie, effectivement, de vendre mes services, de vendre plein de choses, en fait. Mais c'est pas mauvais en soi. Par contre, je vais pas le faire dans une approche qui enlève la souveraineté à la personne en face, une forme de manipulation. Donc, voilà. Par contre, je vais effectivement m'adresser à une partie plus psychologique. S'il y a des blocages et des croyances qui lui font croire qu'elle n'est pas capable qu'elle a pas assez d'argent pour faire un petit investissement ou faire des choses comme ça, là, oui, tu sais, là, c'est intéressant. De venir bousculer un peu le personnage. De dire, attends, est-ce que c'est vrai là ou non, tu sais. Mais c'est vraiment dans une intention extrêmement bienveillante, extrêmement, dans mon cœur, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et surtout, justement, d'être vraiment cœur à cœur, esprit à esprit. On ne fait pas intervenir de tierces personnes. Et je dis ça parce qu'en énergétique, par exemple, il y a le côté médiumnité aussi, canalisation et tout ça. Moi, je veux bien, tu vois, mais quand on canalise, je veux savoir c'est qui parle. Tu canalises quelqu'un là, c'est qui parle? Est-ce que c'est vraiment l'esprit de la personne, t'es connecté à elle, ou c'est genre une entité qui dit je suis l'archange Michael, tu vois, et genre je vais te dire un truc. Donc au début, quand on développe des perceptions subtiles, on est tellement content, on est tout excité de percevoir quelque chose, tu vois. On se dit waouh, j'ai un message, ça me dit ça me parle et tout ça. Et avec l'expérience, on fait la part des choses, on devient un peu plus vigilant, on dit ok, d'où vient cette information? Moi, quand j'ai de l'information qui descend, je la double-check, tu vois, je me dis, est-ce que c'est une bonne information? C'est une information qui vibre juste, qui vibre lumineux, ou c'est un truc un peu chelou, tu vois? Et souvent, en fait, c'est que ça descend en nous. Donc là, je parle plutôt s'il y a des gens qui se reconnaissent, en fait, dans ces perceptions et qui se disent, ah oui, tiens, moi aussi, ça me fait ça. Mais une information juste, elle vient comme à l'intérieur, c'est plutôt interne et c'est comme immanent, tu vois. C'est pas vraiment un message qui arrive comme une onde radio qui te parle dans ton mental, en fait, avec de la tergiversation. C'est pas ça. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la tergiversation, en général, faut s'en méfier. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé pendant cet épisode. Avec grand plaisir. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin, voilà, si tu as envie de... Voilà, un petit mot, si tu as quelque chose qui te vient... Ben, en prolongation de ce que... Oui, ben, tout est en vous, tout est en nous, quoi. Mais il faut avoir le courage d'aller voir. Faut avoir le courage de devenir quelqu'un qui est plus, justement, qui subit plus tous ces schémas, mais qui reprend sa souveraineté. Donc, c'est courageux, c'est inconfortable, c'est chiant.
Mais en bout de ligne, si tu veux, les cadeaux que ça nous apporte n'ont vraiment pas de prix, que ça soit comme entrepreneur, comme personne, comme conjoint. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé pendant cette heure-là. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu as un canal préféré? Voilà. Site internet? Oui, ben il est naissant, mais justement, ça va être là que je vais, je pense, plus échanger, communiquer, et pour parler, ça va être plus pratique sur Instagram. Donc mon Instagram c'est lea.jeanmougin, ça s'écrit JEANMOUGIN. À l'école, on m'appelait souvent Jean Moulin comme Je le le gaz. mettrai je le mettrai en description de toute façon. Oui, donc voilà, c'est là que on peut me retrouver avec grand plaisir. Ok. En tout cas, si ça a parlé à certaines personnes ou qu'elles ont envie d'échanger avec toi, n'hésitez pas à contacter, en tout cas à te contacter. Et en tout cas, merci encore. Et puis, je te dis peut-être à une prochaine émission ensemble plus tard. Avec En tout cas, plaisir. merci beaucoup. Merci à toi.